Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous pour une nouvelle aventure de Bonjour le Faso sur Savane TV. Alors installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Vous le savez, c'est la rubrique à la découverte de et nous partons à la découverte du musée de Manega au musée de la Bendrologie. Quant à la revue de presse, elle sera présentée par Bébé Kozjo Kambo que nous retrouverons tout à l'heure. Notre invité du jour est le promoteur de l'événement culturel, les 12 personnalités culturelles de l'année, les 12 PCA. Il s'agit de David Hervé Onla, qui est le promoteur de cet événement qui a eu lieu le week-end dernier. Nous en parlons dans la rubrique invité du jour. C'est mardi et tous les mardis, vous avez droit à votre chronique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. Nous parlons aujourd'hui de la contribution patriotique demandée par les nouvelles autorités, notamment les autorités donc du MPSR. Patriotisme demandé à la population mais également à la classe politique burkinabé. Nous en parlerons tout à l'heure avec Serge Youssef Ouidrago. Merci de nous renouveler votre fidélité. Direction Manega pour commencer. Et dans la rubrique à la découverte de, nous sommes installés à Manega, au musée de Manega ou au musée de la Bendrologie pour vous faire découvrir ce musée. Vous le savez, le musée de Manega a pour promoteur Maître Frédéric Titenga Passeri, qui est Naba Panantougri, qui est avocat, qui est auteur, écrivain. En tout cas, c'est un homme aux multiples casquettes. Alors aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons à ce musée qui regorge beaucoup donc, de valeurs culturelles et surtout les aspects de la tradition burkinabé. Vous allez retrouver dans ce musée des masques, vous allez retrouver donc également quand même des pavillons qui ont du sens au niveau donc de la société africaine et surtout de la société burkinabé et Mouaga. Vous allez retrouver aussi des différents habitats, donc les habitats Peul, Bobo, donc des maisons Kassina. Et puis bien sûr dans ce musée vous pouvez visiter plein de choses. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter un témoignage pour commencer. Il s'agit donc notamment du témoignage de M. Paul Sawadgo que nous vous invitons à suivre. Le musée de Manega a beaucoup de choses à découvrir parce que c'est un site de laquelle que le fondateur Maître Passeri Titenga a profité des éléments culturels du pays pour les présenter dans ce musée. Donc ce qui fait qu'on peut découvrir plusieurs objets du Burkina Faso dans le musée de Manega. Oui, en parlant des cimetières de pierres tombales, sachez que c'est des pierres qui datent plus de 1000 ans. C'est-à-dire que c'est les Nyonyosé, les premiers occupants de la terre au Burkina Faso. C'est eux donc qui confectionnaient ce qu'on appelle la pierre tombale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des appareils photo et tout pour photographier quelqu'un, pour sauvegarder et en souvenir de la personne. Donc ce qui fait que avec les artistes qui taillent souvent le bois ou la pierre, et le chef de terre s'entend avec ces artistes et il fait une délégation pour parcourir un peu partout dans le village. Et surtout les anciens et plutôt aussi les jeunes qui luttent pour vraiment conserver la culture. Chaque homme a le droit à une pierre tombale. Et quand ils taillent cette pierre, on dit que c'est de la roche, c'était de la roche volcanique qu'ils utilisaient. La roche volcanique. Donc ils taillent la pierre selon le visage de l'intéressé. Et une fois qu'il meurt, après avoir enterré le corps, la pierre est fixée sur la tombe. Et qu'on reconnaît que c'est un tel qui a été enterré. Mais en parlant aussi de cette méthode, sachez qu'il y a plus de 3 différents types de pierres tombales. Il y a des pierres tombales qu'on appelle le mortier à piler, qui est pour la femme. Il y a des pierres tombales à colonne pour l'homme et aussi la pierre tombale des jumeaux. Et en parlant des masques sacrés, c'est comme au pavillon de la mort, si vous avez remarqué, il y a à l'entrée à gauche au niveau de la mort physique. Là où le corps est posé, il y a un masque à lame qui représente ce qu'on appelle le masque Wemba. Ce masque est un masque sacré.
Mais imaginez-vous que dans les années 1992, Maître a passé avec des amis français et en plus qu'aussi il y avait la presse ce jour qui était là pour une visite. Et dans le pavillon, ils ont voulu prendre la photo du masque. Et dans l'immédiat, le masque ça a étonné tout le monde. Il s'est incliné et laissé l'appareil. Ils ont pris le mur. Il y a une dame qui était à côté, n'a pas accepté. Elle a pris son appareil photo pour essayer. 5 mètres après le masque, l'appareil s'est détraqué immédiatement. Et à partir de là, ils ont pris la fuite et que ils n'ont pas eu à visiter toute la salle parce qu'il a même demandé des excuses et tout pour qu'ils puissent continuer la visite, mais ils ont eu peur. Donc ce qui veut dire que quand on parle du sacré, sachez qu'en Afrique et surtout au Burkina Faso, il existe toujours des éléments sacrés dans le domaine de la culture. Donc il faut toujours respecter la culture burkinabé, la culture africaine. Le musée est ouvert tous les jours, mais à partir de 7h à 17h. Et en dehors de ça, pour les conditions de visite, entre-temps, Maître Passéré avait fait ça gratuitement pour que tous les Burkinabés, même les paysans, beaucoup puissent profiter du musée. Mais compte tenu de l'entretien, ce qui fait qu'on a un tarif de 250 à 2000 pour accès à la visite actuellement. Ce qui veut dire que paysans, écoliers, c'est 250. 500 c'est prix élève, 1000 francs c'est prix étudiant, et adultes et autres fonctionnaires c'est 2000. Maître a voulu vraiment réaliser toutes les différentes architectures du Burkina dans le musée de Manéga. Parce que pour lui, avoir un musée à Manéga, ce n'est pas seulement consacré au Mossi, mais c'est pour tout le peuple burkinabé. Et pour sauvegarder notre richesse culturelle qui est en train et que actuellement beaucoup sont en train de prendre des pièces pour envoyer ailleurs comme en Occident. Parce que une fois même j'étais en échange avec Maître Passéré et qu'il me parlait quand il était aux États-Unis et qu'il a découvert un masque du Burkina. Donc tout c'est pour éviter de tout ça qu'il a fait ce musée pour pouvoir collecter et sauvegarder toute la richesse culturelle du Burkina Faso. Le musée de Manéga recevait beaucoup de visiteurs parce que nous ici on reçoit des paysans, des écoliers, des élèves, des étudiants, des expatriés, etc. On recevait beaucoup, mais compte tenu avec la situation actuelle, ça a beaucoup joué sur le tourisme. Sinon, j'allais dire que le musée de Manéga était un musée le plus visité du Burkina. Imaginez-vous que dans les années 2019, le 3 mars 2019, on a eu 1872 élèves. Donc je peux dire qu'on reçoit beaucoup de visiteurs. Mais bon, c'est parce que actuellement c'est plutôt des Africains qui viennent, mais pas des expatriés. Donc si vraiment nous puissions avoir et que le pays puisse se rétablir, j'allais dire que le musée de Manéga va recevoir en plus de visiteurs. Donc je souhaite vraiment de la paix pour le Burkina Faso et vraiment que tous les ancêtres de Manéga puissent lutter et aider à l'évolution du Burkina Faso. Vous écoutiez le témoignage d'un des responsables chargé de la visite au musée de Manéga, un des guides de ce musée. Il s'agit de M. Paul Sawadgo qui nous présentait plus ce musée de Manéga que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. À présent, c'est l'heure pour nous de nous informer. Et nous recevons pour vous Bébé Kodjo Kambo aujourd'hui pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, on débute par quel journal aujourd'hui?
Alors, nous débutons par les doyens des quotidiens, donc l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur Palga ce matin, on peut lire « Orpaillage à Bétaré Oya, le Cameroun et le Burkina gagneraient à nouer un partenariat ». C'est selon Owona Né Oumugindo, consul honoraire du Burkina à Yaoundé. Cannes 2021, Kamou Malo demande l'indulgence des Burkinabés. La manière de perdre la 3e place a sapé tous les efforts du coach, c'est selon Jean-Modeste Ouedraogo, journaliste sportif à la télévision nationale. Et si les étalons allaient à l'école sénégalaise, procès Thomas Sankara, la justice et la vérité ne se périment pas, c'est selon Maître Prosper Farama. Situation nationale des OSC suggère la mise en place des tribunaux populaires. La lecture spirituelle de Justine Ouedraogo. Voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palga. Et à la une du quotidien Le Pays, on peut lire ceci. Création du COTN par le MPSR, les Burkinabés n'attendent que des résultats. Et dans la rubrique Révélation de ce quotidien, on lit collectivité territoriale, en attendant la délégation spéciale, les bureaux mis sous scellé. Dans la rubrique Mardi politique de Le Pays, on lit Adama Serré, secrétaire général de la Fédération des Verts d'Afrique. Le jeu politique a été dénaturé dans notre pays. Assassinat de Thomas Sankara, le général Diengéré est complice par instigation et par instruction, dit Maître Prosper Farama. Humeur, ces ministres que l'on aimerait bien voir reconduits. Cannes 2021, le retour des étalons en images. À présent, la une de aujourd'hui au Faso. Retour des lions de la Teranga et des étalons, accueil Férik à Dakar et Grismine à Ouaga. Arrondissement 7 de Bobo Dioulasso, les ex-conseillers municipaux seront jugés à Ouagadougou. Immixtion étrangère dans l'assassinat de Sankara, des avocats penchent pour une instruction internationale. Coup d'état du MPSR, l'association Amour Divin propose l'usage du Tinpilem contre les fauteurs de troubles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Tinpilem. Solidarité envers les PDI, l'UNIR MPS collecte 892 poches de sang, 6 257 500 francs CFA et divers dons en nature. Nous allons découvrir à présent la une du journal Le Quotidien. Et sur cette une ce matin, on lit « Procès Thomas Sankara, le général Gilbert Diengéré est complice de ce coup par instigation », c'est selon Maître Prosper Farama. Chrysogone Zougmoré à propos de la prise du pouvoir par le MPSR, nous ne percevons pas encore d'orientation ni de ligne d'action suffisamment claires. Campagne nationale de collecte des dons au profit des déplacés internes. L'UNIR MPS collecte 892 poches de sang et plus de 6 millions de francs CFA. Montée des couleurs, la mairie centrale de Ouaga sacrifie à la tradition. Et nous allons du côté de Bobo Dioulasso à présent pour savoir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. Et à la une de l'Express du Faso ce matin, procès Thomas Sankara, on ne saura pas toute la vérité, c'est selon Maître Anta Guissé. Dans la rubrique Autant le dire, on lit MPSR au pouvoir, vite au front. Prise du pouvoir par le MPSR, un mouvement prône le rétablissement de l'intégrité du territoire. Situation nationale, une marche radieuse pour nos populations. Mise en place des délégations spéciales, qui trop embrasse, mal étreint. Cannes 2021, les étalons sont de retour. Et nous terminons par l'Express du Faso, l'hebdomadaire burkinabé paraissant tous les mardis. Et on lit sur cette une, Abraham Badolo, président de l'ADP, les militaires doivent savoir que nous n'allons pas seulement être des suivistes. Immeuble des anciens ministres à Dakar, boulangerie d'un ministre à Abidjan, dossier Seydou Zagré et Jean-Claude Bouda, les révélations du contrôleur général Luc Marius Ibriga. Situation nationale, 17 compétences pour rédiger le projet de la transition. Les lettres secrètes, on lit ceci dans cette rubrique. Situation nationale,
Safiatou Lopez et Ibrahima Maïga de retour au Burkina. Bobo Dioulasso, un magistrat et un greffier en détention pour corruption et escroquerie. Nouna, les cours suspendus au lycée communal et provincial pour raison d'insécurité. Donc voilà ce qu'il nous apprenait. La lettre du Faso à sa une ce matin. Et c'est tout donc pour la lecture de une ce matin à Bizeta. Merci à toi, Kambou. Et puis, on revient sur quelques sujets d'actualité. C'est bien cela. Pour commencer vraiment ton analyse, on débute par ce point, ces ministres qu'on aimerait revoir ou voir reconduits. Si, dans le prochain gouvernement, certainement. Oui, c'est le titre d'un article publié ce matin dans le quotidien Le Pays. Donc, ces ministres que l'on aimerait bien voir reconduits. Alors, c'est un article qui exhorte le MPSR à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, en parlant bien sûr du dernier gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, c'est un article selon lequel certains ministres du dernier gouvernement de Roch Kaboré n'ont pas été nommés sur la base de leur coloration politique, mais plutôt sur la base de leurs compétences, de leurs valeurs intrinsèques, de leur probité et des preuves donc qu'ils ont eu déjà à montrer dans leurs fonctions ou voilà dans d'autres fonctions qu'ils ont eu donc à occuper. Alors selon donc le journal Le Pays, le MPSR gagnerait à reconduire donc ses ministres dans le gouvernement de la transition. Donc c'est un peu cela toute la substance de l'article. Alors il y a deux noms qui ont été cités, à savoir notamment Rosine Sori Koulibaly, donc qui était ministre des Affaires étrangères dans le dernier gouvernement, et le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé donc dans le dernier gouvernement. Voilà les deux noms qui sont cités. Alors, ce qu'on peut dire des passages, c'est que quand le MPSR a reçu le dernier gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, il a été dit que c'était possible effectivement que certains soient appelés, pas pour leur coloration politique, mais plutôt sur la base de leurs compétences. Je crois que la même chose a été dite lorsque le MPSR a reçu la classe politique. Donc, pour le journal Le Pays, à travers cet article qui a été publié ce matin, Rosine Sori Koulibaly et le professeur Charlemagne Ouedraogo méritent donc d'être appelés dans le gouvernement de la transition. Donc, on attend de voir ce que le MPSR va décider. D'accord. Quoi qu'il en soit, je crois que les nominations politiques ne se font pas que sur la base de la compétence, parce qu'en plus de la compétence, il y a la confiance et le symbole politique également. Quand on sait que le MPSR est venu balayer un régime qui était là, alors ce sont des personnes qui ont une certaine proximité avec ceux qui les avaient nommés. Donc, est-ce que symboliquement, si on veut marquer la rupture, c'est bon de faire appel à des personnes qui sont proches des gens que vous avez chassés, même si elles sont compétentes? Ça, ce sont des questions qui peuvent se poser. Mais selon le journal Le Pays, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a des ministres qui mériteraient donc d'être rappelés dans le gouvernement de la transition. Donc, j'ai donné les deux noms qui ont été cités. C'est sûr que si vous interrogez d'autres personnes, elles vont donner d'autres noms. Voilà. Et on attend de voir ce qu'il en sera avec la composition du gouvernement de transition. Vous savez que déjà, il y a cette commission de 15 personnes qui a été mise en place pour réfléchir un peu sur l'agenda de la transition, sur le projet de charte de la transition et autres. Donc, en attendant de voir les organes de transition qui seront proposés, s'il y a bien un gouvernement de transition ou si on s'inscrit dans le format de 2015, oui, on avait un gouvernement de transition et bien Conseil national de transition, CNT. On ne sait pas si on sera dans ce même format, mais voilà, c'est ce que pense le journal Le Pays. D'accord. Deuxième actualité, on s'intéresse maintenant au retour des poulains de Kamou-Malo. Les étalons sont de retour au Burkina. Oui, les étalons qui sont rentrés hier en fin d'après-midi donc du Cameroun, où ils ont pris part voilà, à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que voilà, des supporters étaient mobilisés
à l'aéroport pour accueillir les étalons. Vous souriez. C'est vrai que la mobilisation était timide. Oui. La mobilisation n'était pas celle de 2013 où les étalons étaient arrivés deuxième et pas non plus comme celle de 2017 où les étalons étaient arrivés troisième. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de la mobilisation et des gens qui sont sortis donc pour accueillir donc les étalons. Je crois qu'il les fallait. Il les fallait parce que en Afrique, on a plus de 54 pays, 24 participants à la Coupe d'Afrique des Nations. Si nous arrivons quatrième, je ne dis pas que c'est bon d'avoir perdu contre le Cameroun, surtout quand on sait la manière dont on a perdu ces matchs. Mais je crois que c'est bien dans l'ensemble. Quatrième sur 24 pays, ce n'est pas mal. Et c'est à encourager, il faut encourager donc les étalons. Alors, ce qu'il faut noter surtout, c'est l'humilité dont on fait preuve les acteurs, que ce soit les joueurs ou le staff. Parce que quand vous écoutez par exemple les coachs, il dit que humblement, il demande pardon, il demande des excuses au peuple burkinabé parce que il sait que tout le monde croyait au moins à cette médaille de bronze. Alors malheureusement, on a vu tout ce qui s'est passé, la médaille nous a échappé, mais il demande pardon parce que pour lui, les joueurs ne sont pas à blâmer. Et voilà, toute l'équipe n'est pas donc à blâmer. Pareil pour Bertrand Traoré qui pense que ils ont eu à commettre des erreurs et il promet par exemple que toute l'équipe va se remettre au travail, les joueurs vont repartir travailler dans leur club et revenir donc plus fort les années à venir. Les années à venir, ce n'est pas loin, c'est déjà 2023 en Côte d'Ivoire. Les éliminatoires vont commencer bientôt parce que les tirages de sort pour les matchs de barrage ont déjà été effectués. Donc après les matchs de barrage, c'est sûr que bientôt on aura les éliminatoires pour donc la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc, il faut juste tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis, bon, revenir plus fort, comme il a dit, en travaillant, chaque joueur en travaillant dans son club, parce que ce qui a manqué un peu dans cette CAN, c'est ça. On a senti que certains joueurs n'ont pas trop le temps de jouer dans leur club et ça se sentait. Voilà. Quand vous prenez les équipes comme le Sénégal, où la plupart des joueurs sont dans des grands championnats et qui sont par exemple titularisés dans leur club, ce n'est pas la même chose. Vous savez que par exemple quand vous prenez chez nous, certains joueurs ont dû travailler même avec les préparateurs physiques pour pouvoir être en jambes pour cette pour cette CAN. Donc ce n'est pas forcément la même chose. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de tirer vraiment les leçons. Tirer les leçons, ça veut dire que il faut s'asseoir et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis essayer de corriger pour 2023. Et peut-être pour qu'on puisse aller loin, il est important peut-être de garder la même équipe, le même staff surtout, voilà, parce que c'est là que tout se décide un peu. Et actuellement, on ne peut pas dire que le staff là, le staff qui a conduit les étalons à la CAN 2021 a échoué. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un encadrement technique qui est venu trouver une équipe, je dirais, complètement faillie et qui l'a reconstruite. Donc, on peut s'en féliciter parce qu'en 2019, il faut le rappeler, les étalons n'ont pas pu se qualifier à la CAN. Et c'est parce qu'en son temps, on avait une équipe un peu, je ne dirais pas vieillissante, mais bon, une équipe en tout cas qui était un peu dans une phase de déclin, si on peut le dire ainsi, après les exploits bien sûr de 2013 et de 2017. Donc, Kamou Malo, on peut lui reconnaître cela, a eu le mérite d'avoir reconstruit cette équipe. Aujourd'hui, le Burkina Faso a une équipe de football compétitive qui ne saurait trembler devant n'importe quelle équipe africaine. Voilà. Aujourd'hui, que les étalons croient le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, le Cameroun, ben, l'équipe en face va trembler autant que nous. Donc, et tout le monde va attendre la fin du match pour pouvoir dire que telle équipe a gagné parce qu'il n'y aura pas de victoire avant la fin du match. Donc, on a une équipe compétitive, on peut se féliciter pour ça et puis se préparer, espérer qu'en 2023, nous allons pouvoir aller faire plus en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est presque chez nous. Donc, on peut espérer aller plus loin que cela. C'est ça. Voilà. Et généralement, quand... C'est vrai que la manière, certains l'ont dit dans certains journaux ce matin, la manière dont nous avons perdu cette troisième place,
n'est pas du tout... je ne sais pas comment, quel mot utiliser. En tout cas, ça vient... ça vient gâcher un peu les efforts, voilà, les efforts de étalons. toute l'équipe, de tous les staffs. En fait, ça fait oublier, quand vous êtes C'est supporter, ça vous fait oublier tous les exploits, tout, voilà, cette chevauchée donc des étalons. Mais je crois que il y a quelque chose de bon à tirer là-dedans. Et peut-être 2023 sera peut-être notre CAN, pourquoi pas. Il faut y travailler surtout et se remettre au travail dès maintenant. C'est ça, Kambo. En tout cas, beaucoup de courage à l'équipe technique, aux joueurs, aux coachs et puis surtout à nous supporters. Faisons vraiment preuve d'indulgence et surtout continuons de soutenir, c'est important. Puisque c'est passé, il faut oublier ce qui s'est passé puis viser l'avenir. Voilà, donc, parce que peut-être ce que j'allais dire au passage, c'est que au Burkina, on a des supporters. Je ne sais pas s'il faut les appeler les supporters de la victoire. Ils sont supporters que quand on gagne, mais quand on ne gagne pas, vous voyez, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent. Par exemple, si vous vous rappelez, on a battu le Gabon, la Tunisie. Quand vous suivez un peu la toile, il y a par exemple le coach qui est présenté comme un héros. C'est grâce à lui, on lui doit ce parcours des étalons. Et paf, quand on a perdu contre le Cameroun, on a vu ces mêmes personnes qui disent des choses. Et le contraire. Franchement, on se demande si les gens sont vraiment des supporters. Parce qu'un supporter, c'est vrai, quand vous écoutez certains, peut-être ils se cachent derrière l'idée selon laquelle il faut critiquer ou qui aime bien châtie bien, mais il y a certaines façons de critiquer qui n'encouragent pas. Donc, il faut critiquer peut-être, mais il faut faire des critiques constructives et puis encourager les gens à avancer parce que ce n'est pas facile. Souvent, on pense que c'est facile, mais quand on est acteur direct, ce n'est pas toujours évident. Donc, je crois qu'on doit applaudir ces étalons-là et puis bon, les encourager surtout à faire mieux. En 2023, je l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire, c'est presque chez nous. Il faut que cette CAN soit notre CAN. D'accord. Pour terminer, Kambo, au Mali, et nous parlons donc du gouvernement malien qui proteste contre les sanctions de l'UEMOA. Oui, vous le savez, depuis que ces sanctions ont été prononcées, le gouvernement malien les a qualifiées d'illégitimes, d'illégales et autres. Bon, on peut dire que c'est le même ton qui est gardé, mais quand on regarde un peu, on peut dire qu'il y a eu un peu de douceur cette fois dans le langage quand on lit un peu le communiqué du gouvernement malien. Alors, le gouvernement malien qui s'est dit ouvert donc au dialogue, à la négociation et qui demande à l'UEMOA de lever donc ces sanctions économiques qui ont été prononcées depuis le 9 janvier donc au sommet d'Accra. Alors, il faut mettre ça en lien avec peut-être les effets de ces sanctions qui commencent à se faire sentir déjà. Et quand vous avez vos comptes qui sont gelés, voilà, beaucoup de sanctions économiques qui ont été imposées. C'est pas évident et tous les spécialistes s'accordent à dire que le Mali ne peut pas tenir plus de 2 mois dans cette situation. Donc j'imagine que ce sont les effets de ces sanctions qui commencent à se faire sentir, d'où peut-être ce langage plus doux du gouvernement malien. Mais il faut le dire dans les communiqués, le gouvernement malien dénonce toujours voilà, le caractère dit illégal donc de ces sanctions. Et il y a quelque chose que dit le gouvernement qu'il faut retenir. Selon le gouvernement malien, depuis que ces sanctions ont été prononcées le 9 janvier, elles n'ont jamais été notifiées donc, au Mali. Et selon le gouvernement malien, si il y a eu des sanctions contre vous qui ne vous sont pas notifiées, ça veut dire que ces sanctions ne devraient pas être applicables et opposables. Voilà. Mais malgré la non-notification de ces sanctions, le gouvernement malien constate que ces sanctions donc sont appliquées et c'est tout cela qu'il déplore et demande donc la levée de ces sanctions parce que les effets se font sentir sur le peuple malien et même sur le peuple de toute l'Afrique de l'Ouest, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est un peu la substance de ce communiqué donc, produit par le gouvernement malien. C'était dimanche déjà. D'accord. Voilà. Nous poursuivons avec cette émission en direct du plateau de Savane TV. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous sommes avec le promoteur des 12 personnalités culturelles de l'année, les 12 PCA. Nous recevons Hervé Davidonla, que nous retrouvons juste après le jingle.
Et dans la rubrique invité du jour, nous parlons aujourd'hui de cette cérémonie de récompense des 12 acteurs qui ont marqué en tout cas le monde culturel et puis bien sûr qui ont marqué notamment le monde de la littérature, en tout cas dans plusieurs domaines au Burkina Faso, les 12 PCA, les 12 personnalités culturelles de l'année. Nous en parlons avec le promoteur Hervé David Anla. Bonjour. Bonjour, bonjour surtout aux chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs justement de Savane TV. Alors dit comme ça, Hervé David Anla, c'est mieux peut-être que j'ajoute le chat, puisqu'on vous connaît donc sous ce sobriquet, le chat. Alors tout de suite, question d'actualité pour commencer, avant de parler donc des PCA. Vous avez certainement suivi la prestation de nos étalons à la CAN 2021, qui se joue en 2022. C'était au Cameroun, ces étalons qui sont rentrés hier. On a demandé en tout cas aux supporters de sortir pour les accueillir. La mobilisation n'était pas tellement au grand jour, mais les étalons, quoi qu'on dise, ils sont là. Et on a entendu aussi le coach Kamo Malo demander quand même des excuses aussi aux supporters. Comment vous avez trouvé la prestation des étalons à cette CAN? Moi, je dirais que c'est une prestation très honorable. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut se fixer sur, faire une fixation sur la dernière rencontre, mais je dis que c'est une prestation très honorable et qu'il faut même d'ailleurs très saluer. 4e sur environ 18 pays. On a vu des pays comme l'Algérie être éliminés, le Mali, la Côte d'Ivoire, et si le Burkina se retrouve après le Sénégal, après l'Égypte, après le Cameroun, 4e africain, je pense que ça devait être plus honorable que ça. Nous, on devait accepter ce rang. Je pense que les jeunes étalons, ils sont tout jeunes, tout le monde l'a dit. On a vu comment ils s'exprimaient sur le terrain. Bon, malheureusement, on s'est fixé sur cette défaite qui... le dernier match. Qui est certainement peut-être cruel au regard justement du fil du match. Mais moi, je pense que l'ensemble justement de la compétition a été très très honorable pour les étalons. Il faut les saluer, il faut beaucoup plus les encourager. Ils gagnent en expérience, ils viennent, beaucoup d'entre eux, c'est leur première participation à la CAN. Et je pense que c'est salutaire. Et pour le coach Malo, c'est vrai qu'il s'est super bien excusé, mais bon, vous savez, lui aussi, il faisait sa première CAN. Il le disait pratiquement à chaque match qu'il était assez... Il n'avait jamais imaginé qu'il devait faire la CAN. Maintenant, il a fait cette CAN, il a eu l'expérience, il a eu peut-être ce manque de coaching, peut-être qu'il va lui permettre justement un temps soit peu de continuer l'aventure. Moi, je souhaite justement qu'on continue à lui donner cette chance-là. Non, je pense, c'est pas parce qu'on a perdu qu'immédiatement on va booster l'entraîneur, qu'on lui donne encore une chance. Moi, c'est mon avis. Félicitations aux étalons. Merci. Alors, situation sociopolitique, un changement au Burkina Faso avec ce coup d'État du MPSR depuis le 24 janvier dernier. Forcément, ça affecte le domaine de la culture. Tout à fait. Ça affecte, parce qu'on se pose des questions. On ne connaît pas pratiquement... Les leaders, ceux justement qui ont pour le pouvoir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand il y avait un changement de régime, on savait qu'il y a tel ministre, il y a tel gouvernement qui sera mis en place. Maintenant, c'est un gouvernement militaire. Vous savez qu'eux, ils prennent des décisions, ils n'ont pas besoin de consulter le secteur culturel, bien d'appeler X ou Y. Donc nous sommes un peu dans l'expectative. C'est vrai que la situation en ce moment, elle est très appropriée, elle est très calme. Les gens vaquent à leurs occupations, mais parfois les décisions viennent de façon intempestive. Donc nous, en tant qu'acteurs culturels, on est souvent sous nos gardes. On s'est dit, si on organise un événement, est-ce que ce soir à midi, au journal de 13h, est-ce que la bande déroulante, nous tous on est 13, s'accrocher à cette bande déroulante, est-ce qu'on va mettre les éditions spéciales, tu vois, les éditions spéciales. Donc on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que du jour au lendemain, on ne va pas suspendre X ou Y? Donc c'est comme ça depuis le 24 janvier que nous évoluons, mais heureusement tout se passe plutôt bien. Vous personnellement, quand même, vous avez subi en organisant votre événement culturel, les PCA, parce que ça a été reporté justement suite à des décisions donc concernant le couvre-feu. Vous avez dû reporter donc votre soirée. Est-ce que, au-delà donc du report, est-ce que quelque part aussi vous attendiez des soutiens, notamment financiers, qui ne pouvaient plus venir parce que ces personnes n'étaient plus là? Oui, personnellement, dans le comité d'organisation, nous, on était déjà d'emblée dessus parce que on connaît un peu la situation actuelle et à chaque fois quand il y a des événements malheureux de ce genre,
le secteur culturel subit souvent beaucoup de dommages. Et nous, on était convaincus. D'autres même ont profité justement de ça pour se désister, se désengager. Il y a des gens qui ont dit, ah tiens, la date, nous on était prêts pour la date du 28. Maintenant, comme c'est le 4, nous ne sommes plus disponibles. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, on a eu beaucoup plus même des personnalités, des partenaires qui se sont retirés sous prétexte peut-être éventuellement que la date ne leur convenait plus. D'autres devaient venir justement le 28 hors du Burkina, ils n'ont pas pu venir. Donc, on a plutôt réajusté un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que il fallait qu'on le tienne, il fallait qu'on tienne cet événement. Il ne fallait pas qu'on attende encore 1 mois ou 2 mois pour l'organiser parce qu'il fallait passer à autre chose. Donc, quand on a eu la chance, ou bien l'honneur d'apprendre que justement le couvre-feu a été repoussé à minuit, nous on avait déjà pris des engagements de 19h à 22h30, je pense on l'a respecté. Et après le couvre-feu a été reculé, bon tant mieux. Mais en termes d'organisation, en termes de partenaires, en termes d'accompagnement financier, vraiment on était obligé de faire au forceps. Tout simplement parce que les principaux, je vais dire ceux qui avaient déjà donné l'engagement verbaux se sont désistés parce que tout simplement la date a été reportée. Revenons au PCA, les 12 personnalités culturelles donc de l'année. Qu'est-ce que les PCA, si vous devriez définir cet événement? Les PCA, c'est les personnalités culturelles de l'année, à ne pas confondre avec autre chose. C'est-à-dire qu'on dit souvent un PCA, président du conseil d'administration, mais c'est les personnalités culturelles de l'année. C'est un événement qui s'organise à chaque début d'année. On regarde un peu la vision, on jette un peu un regard panoramique sur l'actualité culturelle burkinabé. Et à l'issue donc justement de l'année, en début d'année, on décide donc de décerner des parchemins, des trophées à ces acteurs culturels des différentes filières qui se sont illustrés tout au long de l'année. C'est pas forcément des acteurs culturels méritants, mais c'est plutôt des acteurs culturels qui se sont illustrés tout au long de l'année. Donc on identifie d'abord les catégories, parce qu'il y a beaucoup de filières. On identifie les catégories. Ensuite, les membres du jury viennent donc prendre le relais pour donc identifier, sinon sélectionner les lauréats. Donc voilà un peu ce que nous faisons tout au long de cet événement. Mais surtout, le contenu il est beaucoup plus festif. Quand je dis festif, cérémonial, parce que le jour, nous rassemblons une bonne partie des acteurs du showbiz, de la culture et des sympathisants autour d'un pot, d'une soirée de gala. Cette année, nous avons voulu la faire un peu spéciale. On est sorti un peu de la salle Canal Olympia pour prendre l'esplanade. Donc, c'était une sorte de semi-dîner gala où il y avait l'apéro, il y avait des prestations d'artistes, défilés de mode et puis les remises des trophées. On a fait quelque chose d'assez particulier, c'est de remettre un peu des trophées aux 12 personnalités culturelles qui sont illustré tout au long des 10 ans, de 2012 à 2022. Et ensuite, il y a donc eu les traditionnelles 12 personnalités culturelles de l'année 2021, qui a vu le sacre justement de Kayawoto en tant qu'artiste musicien de l'année. C'est vrai qu'on dit que c'est la distinction suprême, mais ce n'est pas le cas. C'est une distinction parmi tant d'autres, mais tout simplement parce que la musique peut-être de plus en plus est très attendue dans cette compétition, dans cet événement que l'artiste musicien de l'année est souvent très attendu. Est-ce que pour l'année 2021, quand même, on peut dire que il y avait des productions de qualité? Moi, je pense qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. La preuve, les membres du jury ont eu du mal. Il fil à retordre à identifier ces personnalités culturelles. Moi, je prends déjà la catégorie dont on parlait, l'artiste de l'année, on avait une panoplie. Moi, je pense, avec la petite expérience que j'ai, je pense à Liv Naba, je pense à Smarty, je pense à Floby, je pense à Kayawoto. Donc, imaginez rien que cela. En 2021, ils ont brillé. Malgré tout ce qu'il y a eu comme problème sanitaire, problème sécuritaire, avec cette résilience, les artistes ont fait des spectacles. Il y a eu beaucoup d'acteurs culturels, des artistes qui sont venus de l'extérieur jouer au Burkina Faso. Je pense que 2021 a été une année très faste en matière de culture, de musique et danse, théâtre. Contrairement à d'autres pays où 2020-2021 était beaucoup plus terne. Mais 2021, ça a été une année très faste. Il y a eu pas moins de, si je ne me trompe pas, 77 œuvres sorties en 2021, des albums sortis en 2021. Il y a eu beaucoup de spectacles. 7 défilés de mode. Il y a eu 12 spectacles internationaux. Les superstars sont venus au Burkina Faso, Salif Keita, je pense à Fally Ipupa, je pense à Jagger, Alpha Blondy. Donc, bref, le Burkina Faso était vraiment une terre en 2021, une terre de showbiz, une terre culturelle, contrairement à d'autres pays.
Alors, vous êtes le promoteur de l'événement. C'est vrai que vous ne faites pas du moins partie des membres du jury, mais on sait que vous connaissez quand même les critères pour être désigné la personnalité culturelle de l'année. Quels sont ces critères? Les critères, les premiers critères, c'est d'être présent, n'est-ce pas, tout au long de l'année, à travers sa communication, à travers ses spectacles, à travers ses œuvres surtout. Il faudrait que tout au long de l'année, qu'on sente véritablement que l'acteur culturel, la personnalité culturelle a été vraiment omniprésente pratiquement pendant ces 12 mois. Donc à travers sa communication, à travers des œuvres, à travers les rencontres avec les médias, ses œuvres sont beaucoup plus mises en exergue, il communique sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il est dans les médias, il essaye d'intervenir, de parler de ses œuvres et le public vient apprécier également ce qu'il fait. Donc c'est un peu ce qu'on regarde, c'est l'un des critères favoris. Et puis ensuite, bien entendu, il y a quand même le talent qui vient peut-être en second plan. Est-ce que véritablement le fait de promouvoir ses œuvres, est-ce qu'il y a quand même de la qualité, est-ce qu'il y a quand même de quelque chose de substantiel qu'on peut en tirer? Donc voilà, entre autres, les différentes critères. Et puis enfin, bien entendu, il y a effectivement la prestance. Quand on parle je parle des peintres, par exemple, les artistes plasticiens, Adja Ouedraogo, c'est elle qui a été lauréate. On a vu un peu ce qu'elle a fait tout au long de l'année hors du pays, sa présence déjà sur le plan local, et puis ses œuvres qu'elle a produites, n'est-ce pas, je vais dire, les vernissages qu'elle a fait tout au long de l'année, que ce soit au niveau du Sosan, que ce soit au niveau de l'Institut français et ailleurs. Donc c'est peut-être entre autres des critères qui font en sorte que les membres du jury se basent, mais au-delà de ça, donc justement, il y a quand même aussi le talent. Le talent. Alors, messieurs, on l'a, 10e édition cette année. Quelle était quand même l'innovation majeure? L'innovation majeure, c'était déjà vraiment de faire un feedback, c'est-à-dire de nous rappeler un peu de ce qui a été il y a 10 ans, les 12 PCA et puis ces personnalités culturelles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés au devant de la scène, d'où donc justement les récompenses des 12 personnalités culturelles de la décennale, donc de 2012 à 2022. Il y en a certains qui sont restés vraiment constantes, il y a certains qui sont restés même au top. Je pense à celui qui a eu le trophée de la personnalité culturelle de l'année en termes de musique. Tout le monde est unanime que c'est Flobi. Flobi, depuis 10 ans maintenant, pratiquement, il est toujours sur toutes les scènes, il est toujours présent. Mine de rien, on a toujours l'impression que Flobi vient de commencer, mais ça fait pratiquement 15 ans qu'il est au top de son spectacle, enfin de sa performance. Donc maintenant, après cela, donc, il y a eu bien entendu le fait qu'on recevait régulièrement nos personnalités, nos invités dans la salle. On a donc décidé d'aller à l'extérieur donc pour contenir assez de monde. Donc voilà un peu l'une des particularités. Et puis après, bien entendu, il y a souvent des surprises pendant le cérémonial. Donc c'est ça qui s'est passé. Et vous avez déjà parlé de Kaya Woto, en tout cas, qui a remporté le grand sacre. Alors, Kaya Woto, quand même, qui n'est plus à présenter justement aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui lui a valu ce prix, selon vous? Bon, déjà, c'est vrai que quand les membres du jury, j'ai échangé avec eux, je me dis, tiens, il y a Smarty, il y a Flobi, il y a Kaya Woto. Je me suis dit, mais tiens, comment vont-ils se baser? C'est vrai que l'année dernière déjà, revenons un peu en arrière, il y a quand même un autre jeune qui avait reçu ce trophée en 2021, c'était Amzi. Donc cette année, pourquoi Kaya Woto? Selon les membres du jury, ils m'ont dit tout simplement que les jeunes, de plus en plus, surtout ces 3 voire 4, en ce moment, il y a une floraison justement des artistes talentueux et jeunes, qui ont une dynamique, qui ont une fanbase, qui rassemble beaucoup de monde, n'est-ce pas, sur des scènes. C'est beaucoup plus ça qui se sont figés. Kaya Woto ne passe plus inaperçu. Même si il se déplace, il se met sur un feu tricolore, c'est la marée humaine. Donc c'est beaucoup plus sur ça qui se bat, d'autant plus que les critères des 12 PCA, c'est ça. C'est la popularité, le fait d'être tout le temps présent sur les scènes, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc pour eux, Kaya Woto représentait exactement leur candidat. Donc, contrairement aux autres qui sont certainement très talentueux, certainement ce sont les aînés, ils ont fait de très beaux spectacles tout au long de l'année, mais celui qui a davantage rassemblé beaucoup plus de monde, qui a eu une certaine affinité avec le public et surtout avec les jeunes, c'est Kaya Woto. Donc pour moi, au-delà du talent qu'il a, il a également cette marée humaine qui est autour de lui et c'est ça qui a prévalu justement ce trophée.
Et pour les autres catégories, on note que Bernadette Dao a remporté le prix en littérature, événement culturel de l'année, les Koundé, catégorie maître de cérémonie, le grand Alpha Ouedraogo Alphao, et puis assez d'autres d'autres lauréats. Ça veut dire que l'un dans l'autre, quand même, chacun a eu pour son compte. Tout à fait. Déjà, ceux qui ont eu les personnalités culturelles des 10 ans, c'est ceux que vous avez cités, parce que eux, ils ont brillé pendant ces 10 dernières années. Maintenant, il y a ceux qui ont brillé en 2021. Donc, les catégories aussi sont revenues. Donc, je pense que, comme vous avez si bien dit, les uns et les autres ont eu véritablement leur lot. Je pense aussi surtout à des catégories qui venaient d'arriver comme la catégorie d'infographe de l'année. C'est un jeune doulbiste qui a reçu ça. Donc on essaye un peu aussi d'ajouter d'autres catégories qui gravitent autour justement de la culture, mais qui participent tant bien que mal à la promotion de nos œuvres. Donc il y a notamment les photographes, il y a notamment les infographes, il y a le mannequin de l'année. Donc bref, on essaye éventuellement d'ajouter justement des catégories, pas forcément des catégories qui sont visibles. On a pensé même l'année prochaine à des arrangeurs, pas des arrangeurs, je veux dire techniciens de studio, ceux qui travaillent autour du studio, des arrangeurs, des musiciens, pas forcément des artistes chanteurs, mais des musiciens, des bassistes, des batteurs, ainsi de suite. C'est un peu des personnalités aussi qu'on va mettre en avant, des techniciens de studio, des ingénieurs de son, ainsi de suite, des caméramens, je veux dire des cadreurs, ainsi de suite. Donc on pense aussi à ces personnes qui participe aussi beaucoup à l'évolution justement de notre art de spectacle. Et pour cette année, c'était combien de catégories? C'était 12 catégories. Et les catégories ne sont pas forcément figées. C'est des catégories qui, en fonction de la visibilité de ces différentes filières, il y a des catégories qu'on met en avant. Dans cette année, il y en a eu 12 avec des nouvelles catégories qui sont venues à se greffer à l'événement. La soirée, c'était le 4 février dernier. Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes satisfait? Satisfait, je dis oui, déjà, tout simplement parce que la soirée a eu lieu. On peut dire que c'est un ouf de soulagement parce qu'il fallait vraiment l'organiser. Et l'autre côté, c'est aussi que nous ne sommes pas totalement satisfaits dans ce sens où on est reparti avec beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Ouais, j'ai vu un de vos posts sur Facebook. C'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois qu'on organise un événement. Généralement, on fait tout pour qu'au soir de l'événement, qu'on ne soit plus vraiment embrigadé avec des coups de fil à gauche, à droite. Mais malheureusement, le lendemain, nous sommes acculés par des coups de fil. Il y a ceux vraiment qu'on a pris pour qu'ils viennent nous aider. Il y a ceux qui nous aident depuis longtemps, qui connaissent un peu comment les choses se passent. Parfois, on paye une semaine avant, 2 semaines avant. Mais c'est la première fois. Maintenant, tous les jours, nous sommes acculés. Même le simple hôtesse va t'appeler le lendemain à 7 h du matin parce qu'elle a besoin de ses 10 000 francs. Alors qu'il faudrait d'abord, nous avons une façon de travailler. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent financièrement. Vous savez que quand on remplit un certain nombre d'engagements, on peut attendre 2 semaines, 3 semaines. Il y a des structures qui doivent éventuellement nous remettre de l'argent. Mais malheureusement, il faut remplir un certain nombre de formalités. On ne sort pas de l'argent comme ça pour donner à un individu. Nous avons une structure. Il faut déposer des documents, il faut déposer des factures. Il y a un numéro UFU. Oxygène Group est organisé en entreprise, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on sort de l'argent. Et des entreprises également font confiance à notre structure parce que tout se fait vraiment de façon légale. Mais ils ne comprennent pas. Il faut forcément le lendemain, ils ont fini, il faut leur donner leur argent. Donc ça appelle un peu partout. Bon. Après, donc vous avez fini cette soirée, mais avec quand même des difficultés. Avec beaucoup de difficultés, plus d'1 million, 2 millions pratiquement de dettes. Mais je suis confiant, nous savons très bien que justement nos partenaires nous accompagneront. Et puis le jour J, on fera tout pour régler tout le monde. Donc bref, mais c'est dommage. C'est parce qu'il faut souvent préfinancer nos activités ici. On préfinance nos activités, mais si on n'arrive pas à préfinancer nos activités, ou bien que les partenaires, les prestataires nous font confiance, c'est difficile. Donc, et parfois même ces partenaires qui nous accompagnent financièrement, c'est pas assez conséquent. Donc on est obligé parfois de puiser même dans nos ressources, d'appeler nos épouses, d'appeler X à l'extérieur, d'appeler Y. Et certains même, parrains même ont désisté. Moi je pense à Bélem Omar Thompson, à qui on croyait beaucoup, qui malheureusement à la dernière minute a refusé purement et simplement de nous accompagner, alors qu'il nous avait promis, il avait demandé justement à être, je vais dire parrain, il avait promis de remettre 2 500 000 francs, il avait tout signé et tout, mais malheureusement, à la dernière minute, il a refusé de décrocher. Donc voilà un peu des aléas comme ça qui arrivent souvent. Après, tout retombe souvent aux organisateurs, parce que d'abord, on fait confiance à des amis, à des personnes qu'on côtoie régulièrement, à des personnes qu'on aide même, parfois dans d'autres domaines. Et après, quand ils nous appellent, c'est une façon peut-être de nous rendre la pièce, la monnaie, en nous disant que vous m'aviez
fait ceci il y a 2 ans, j'accompagne votre événement à hauteur de X, mais après 24 heures, 48 heures après, on ne comprend pas pourquoi il laisse. Est-ce que c'est fait justement pour une visibilité? On communique sur ces parrains-là et puis après, à la dernière minute, ils décident de ne plus nous accompagner. Est-ce que ils profitent de notre communication et après ils s'en vont, ou bien je ne comprends pas. Donc parfois on est souvent victime de ces parrains véreux qui décident justement de s'afficher dans nos événements, après ils disparaissent. Je salue au passage quand même Seydou Boro qui, contre vents et marées, a décidé, directeur de Bopa International, et puis la marine qui est en France, depuis la France, qui a donc décidé, elle également, d'apporter sa contribution. Mais malheureusement, l'autre parrain a décidé tout simplement de faire et c'est un peu le constat qu'on fait pour les événements culturels. Très souvent, c'est des difficultés dans l'organisation. Et moi, je ne vous parle pas d'un événement culturel qui a 1 an, 2 ans. Mais là, on parle d'un événement quand même qui a 10 ans, qui n'arrive pas à trouver souvent des partenaires fidèles qui accompagnent l'événement. C'est quoi le problème avec les partenariats, surtout dans le domaine de la culture? Parfois, le partenariat c'est tellement compliqué ici que il faut forcément faire ses preuves pendant un certain bout de temps. Et quand les partenaires vous accompagnent, ils ne vous accompagnent pas de façon conséquente. Vous avez un budget que vous déposez au partenaire. Le partenaire, vous échangez avec le partenaire vous propose, vous demande qu'est-ce qu'il peut vous apporter, quel est le montant qu'il peut vous allouer. Quand vous donnez le montant est parfois divisé par 3 ou par 4. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes obligé de l'accepter. Je vous dis, je prends un exemple. Vous avez un budget de 17 millions. Vous voulez être partenaire officiel. Vous échangez avec le partenaire. Le partenaire a validé justement le fait qu'il va vous accompagner. Il dit, vous avez besoin de combien? Vous dites que bon, pour vous, ça fait 5 millions. Voilà ce que nous allons prendre en charge. Nous allons prendre ceci en charge. Mais après beaucoup d'échanges, 15, 20 jours, il vous appelle, il dit qu'il va vous remettre 500 000 francs, 1 million. Vous ne pouvez plus refuser parce que vous êtes pris dans les taux. Vous êtes obligé d'accepter pour essayer d'éponger un peu un certain nombre d'événements, enfin un certain nombre d'activités. Et vous avez espoir que les autres partenaires éventuellement que vous allez côtoyer vont éventuellement vous apporter cette somme. En pensant qu'en commentant justement tous ces brèches, vous allez vous retrouver avec assez 17 millions. Mais malheureusement, vous vous retrouvez en train d'organiser un événement avec 2 millions de francs CFA que 5 partenaires vous ont donné. 500 000 francs, 200 000 francs, 1 million par-ci. Avec 2 millions, organiser un événement de 17 millions, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant jouer avec les prestataires que vous connaissez. Vous échangez avec les prestataires sous forme d'échange marchandises. Échangez avec eux de façon collatérale. Je vous propose ceci en retour. Voilà ce qu'on fera avec vous comme communication. Au lieu de 500 000 francs pour la sono, on va vous remettre 200 000 francs. On recommence à tout revoir justement au rabais. Il faut revoir, il faut renégocier les choses. Il faut peut-être essayer de soudoyer certaines personnes pour leur dire, tiens, aujourd'hui ça va aller, demain, l'année prochaine, on va essayer de faire. Donc on passe beaucoup de temps à plaider justement auprès des prestataires, et puis après au fil du temps parfois on est criblé de dettes. Donc c'est un peu ça. Les partenaires certes nous accompagnent à travers leur visibilité, mais financièrement c'est souvent difficile. Je ne vais pas citer les noms, mais aucun partenaire n'a donné plus d'1 million de francs. C'est fait une somme qui ne sont que 2 d'ailleurs. Donc, mais vous voyez pratiquement tous ces partenaires qui affichent leur image à l'événement, mais parfois c'est uniquement la visibilité à travers leurs produits. Mais de façon financière, c'est pas assez consistant. Mais on continue. Aujourd'hui même, nous sommes à la 10e édition. On nous a accompagnés peut-être financièrement, mais il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 premières éditions. On l'organisait avec nos propres moyens. Maintenant, on a décidé donc justement d'aller un peu plus en profondeur en organisant ça de façon plus prestigieuse. Aujourd'hui, un partenaire a décidé de prendre la salle Canal Olympia en charge. C'est la première fois que nous saluons d'ailleurs. Et puis, on espère que les prochaines années, financièrement, ça va continuer. Ça va aller. Alors, le chat, on vous souhaite déjà d'abord de trouver les moyens nécessaires pour pouvoir régler ces crédits. Et puis, bien sûr, cette édition est passée. Il faut se projeter forcément vers l'avenir. Et quelle est la vision que vous avez? Quelles sont les perspectives pour 2022? Les perspectives pour 2022, c'est déjà de faire en sorte que l'ensemble des partenaires, déjà qui nous accompagnent, puissent s'intégrer, n'est-ce pas, dans l'organisation. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. On ne va pas forcément organiser l'événement et puis à un moment donné, on les invite à financer. On voudrait qu'ils participent à l'événement. Parce qu'on voudrait davantage restreindre un peu l'activité. C'est un cérémonial de remise de trophées. On n'a pas besoin de l'étendre, n'est-ce pas, dans la rue, bien de façon. On veut que ce soit sélect. Donc on va revenir dans la salle avec 300 ou 400 personnes.
des gens qui sont vraiment amoureux de la chose culturelle, des personnes qui sont prêts pour investir dans la culture. On n'a pas besoin du public, on n'a pas besoin des ramdam. Parce que là, l'entrée n'est pas payante. L'entrée n'est pas payante. Donc ça ne sert à rien d'inviter beaucoup de gens qui ne vont rien vous apporter. Donc on préfère faire un événement avec 200 ou 100 personnes, mais que ce soit majestueux et bien fait. Parce que des gens vont vous demander des invitations, ils ne vont rien apporter, ils vont venir manger, ils vont venir boire, ils vont venir festoyer, et puis après ils vont vous raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, tu t'es battu, tu as courtisé ton épouse pour qu'elle te donne 500 000 francs et puis après ton événement, on te jette en pâture, tout simplement parce que alors que les gens viennent manger gratuitement, ils viennent, ils vont un beau spectacle des artistes qui jouent gratuitement, ils sont filmés, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils boivent et tout, ils ont pratiquement le confort qu'il faut pour un événement. Mais qu'est-ce qui donne concrètement? L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est faire en sorte que ces acteurs culturels qui viennent prester, quand ils ressortent de là, ils sortent avec des contrats, qui sortent avec des productions, qui sortent avec des contrats signés pour d'autres spectacles. C'est ça l'objectif des 12 spéciales. Mais c'est pas de venir regarder et puis après se plaindre qu'on n'a pas mangé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et même ces partenaires qui nous accompagnent, ils nous accompagnent pour que l'événement soit prestigieux, pour que ces acteurs culturels, voilà, moi, il y a l'artiste de l'année, moi, je l'offre un véhicule, je l'offre une maison. C'est ce qu'on veut. Mais malheureusement, quand ils viennent, c'est beaucoup plus pour se faire voir sur le match. Non, on voudrait que quand ils viennent contribuer, qu'ils contribuent justement à aider ces acteurs culturels qu'on les a présentés, qui ont été lauréats. Moi, je salue au passage le bureau burkinabé des droits d'auteur qui a décidé de donner 100 000 francs à tous les lauréats membres du BBDA. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Moi, je voudrais plutôt que, même si vous ne donnez pas l'argent directement au comité d'organisation, mais donnez l'argent aux acteurs, donnez l'argent à ces lauréats-là. Ils ont besoin de ça. Et dans les autres pays, on remet des villas, des voitures à des acteurs culturels. Mais les gens profitent de ces acteurs culturels, prennent des photos avec eux, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc, on retourne encore dans une sorte de routine, de matu vu qui ne sert à rien. Donc, on va réorganiser ça, on va cibler les personnes qui viendront, et ces personnes qui viendront vraiment pour apporter quelque chose pour l'édification de notre culture. Merci, on vous souhaite beaucoup d'inspiration et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Notre temps d'entretien est terminé, monsieur Onla. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment aussi. Hervé David Onla, très connu donc au Burkina Faso et surtout sur les réseaux sociaux pour ses posts. Et il faut surtout retenir que c'est le promoteur des PCA, les personnalités culturelles de l'année. Et puis, bien sûr, Oxygène Group, c'est son groupe, bien sûr, puisqu'il en est le directeur. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous invitons à une pause musicale. It's Mix Master Gazi. Yo. What's been? Shay on the beat. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Dunia diatina, angasa taura demo. Chika, dunia dia singana, angasa taura demo. Wemo kisir banta jedani, wemo kisir banta sodani. Wemo kisir banta jedani, izam pambirio ambolo. Izan swedina, izan swejayo. Awokamu kuresi kodamu keriyo. Sawanyena mola sabachoraba. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Uya bazite izamviri ukachana. Uya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. I love you every day. This love is real, no China. Akumaya ude. This love is real, no China. My love for you is on TOP, and no one ever STOP. If you
Even if you no get J.O.B., you will still be my MVP. My love for you's on T.O.B. and no one ever S.T.O.B. Even if you no get J.O.B., you will still be my MVP. Oh, don't I am it there. Oh, I am a fair. Me know I dream now you're bad. But I'm for me, yeah, to take. We are basite is enviri, o kachana. We are basite is enviri, o kachana. Kachana, kachana, o kachana. Kachana, kachana na kachana. We are basite is enviri, o kachana. We are basite is enviri, o kachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. The most wanted mix. Nous poursuivons avec cette émission et chaque mardi, vous le savez, la chronique de tous les mardis, c'est la chronique Un œil sur la société, virgule, et on revient. Aujourd'hui, nous recevons Serge Youssef Ouedraogo comme tous les mardis. D'ailleurs, pour la chronique Un œil sur la société. Bonjour Youssef et bienvenue. Bonjour Abzeta. Alors, on parle aujourd'hui du patriotisme avec justement les nouvelles autorités en place. Ils ont parlé de patriotisme, de la contribution patriotique des Burkinabés et surtout de la classe politique burkinabé pour la réussite donc de la mission commune. Selon le MPSR, nous en parlons aujourd'hui. Donc, patriotisme, ça veut dire que le mot patriotisme revient. Alors, Youssef, comment on peut définir le patriotisme? Déjà, il faut dire qu'avec l'avènement du MPCR, et le mot patriotisme, comme vous l'avez si bien dit, ici, on peut définir le patriotisme comme étant le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Voilà. Et c'est un attachement sentimental à sa patrie qui se manifeste par la volonté de défendre le pays et de promouvoir le pays. Donc un patriote doit chaque fois avoir à l'esprit la défense de son pays et la promotion de son pays. La défense de son pays et la promotion de son pays. Il faut aimer sa patrie tout simplement. Oui. Alors Youssef, tu l'as dit, on a remarqué justement qu'à travers ce discours des nouvelles autorités, le mot patriotisme revient. On parle de patriote, mais ce n'est pas seulement maintenant. Hein. Il y a quand même quelques années, on remarque que quand tout le monde, la majorité parle de patriotisme, il faut cultiver plus le patriotisme, il faut être plus patriote. Qu'est-ce qui explique ça? Et ce qui explique ça, c'est dit que ce mot revient parce que c'est une valeur. Quand on dit c'est une valeur, là, c'est dit que toute personne doit aimer sa patrie. Il doit aimer sa patrie dans la mesure où tu dois défendre. Parce que quand on doit défendre sa patrie, il faut mettre ton dévouement, ton énergie, ton courage au service de la population et de ton pays, de ses intérêts. Voilà, il faut être plein de dévouement. Et puis on peut dire qu'il faut être loyal et fidèle. Parce que quand on parle, c'est la parole. Non, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Il faut faire ça avec un dévouement. En résumé, ici, on peut dire ici que le mot patriotisme là revient beaucoup parce que dans les discours, c'est simplement quand on vous met à un poste de responsabilité, il faut faire honneur même déjà là où on va vous placer. Il faut être digne. Il faut aussi prendre cela comme quelque chose qui doit vous amener à se surpasser pour travailler pour l'intérêt de la nation, mais pas votre propre intérêt. Parce qu'on remarque qu'il y a certains, quand on les place à certains niveaux de responsabilité, c'est eux d'abord, ils sont en train de voir. Ils ne voient pas l'intérêt national, l'intérêt de la population, l'intérêt de la patrie, c'est eux d'abord. Donc ici, là, quand on vous met et quand on parle de patriotisme, c'est faire honneur d'abord à la patrie et à la nation.
pour faire honneur à la patrie et à la nation. Alors, Youssef, est-ce que quelque part aussi, si aujourd'hui ce mot revient, ce n'est pas parce qu'on a constaté que ce sentiment de patriotisme chez les Burkinabés aussi, donc, est en train de baisser? Oui, ça c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce que plusieurs fois, on a même répété ici que les gens parlent de Thomas Sankara, homme inter. C'est le nom de Thomas Sankara qu'on utilise. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que vous êtes comme des Thomas Sankara? Voilà. Le mot patriotisme revient. Est-ce que vous êtes des patriotes? C'est ça. Voilà. Être patriote, c'est pas chanter, organiser des manifestations, ou bien vous mettre en association, ou bien créer des regroupements pour dire que patriote. Mais qu'est-ce que vous faites au fond pour prouver que vous êtes patriote? Voilà. Donc, ça a baissé réellement. Voilà. Donc, comme avec l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, les gens ont commencé encore, ils se voient déjà comme Thomas Sankara qui est revenu encore, qui est ressuscité. Donc, mais il ne faudrait pas que, même s'il est ressuscité, que ce soit la parole seulement. Il faut que ça se concrétise. L'enseignant a toujours dit que le concret, quand on dit le concret, on vous dit c'est un bic, là c'est concret. Mais quand vous dites je suis patriote, il faut que vous soyez par les actes. Il faut démontrer que vous êtes vraiment patriote. On sait que quand le MPSR a rencontré la classe politique, donc burkinabé, l'ex-majorité, l'ex-opposition ou ex-ONA, oui. Et le MPSR a demandé à cette classe-là d'être plus patriote. Oui. Bon, on se demande à quel niveau justement ce patriotisme peut se manifester. Et réellement, lors de leur rencontre, ils ont demandé à la classe politique d'être patriote. Voilà. Où ça doit se manifester, c'est pour dire que il est arrivé à un moment donné où la situation n'était pas ça. Et des gens ont vu que si nous laissons, ça va aller plus mal. Et ils ont pris les responsabilités. Et maintenant, ils appellent ceux qui étaient au devant, la chose, venez avec des idées que nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour relancer notre nation, notre pays. Donc, ils doivent servir le pays d'abord, mais pas eux. Pas se servir toi-même, le pays d'abord, la nation d'abord. Donc, ils doivent apporter leur contribution, pas des idées. J'ai déjà vu certains intellectuels qui se sont organisés pour réfléchir comment ils doivent apporter leur contribution à aux nouveaux autorités qui sont arrivés pour que le pays aille vraiment de l'avant. Voilà, c'est ça. Donc, on dit d'envoyer avec des idées constructives, mais pas des idées à faire semblant de donner donner la main droite et prendre la main gauche. Non, on veut des idées qui peuvent nous amener à avancer. Parce qu'on a tellement souffert qu'il faut quitter dans ça d'après Ivoirien et puis aller vraiment de l'avant. Vers le développement. Oui. Peut-être que quand le MPSR dit cela aussi à la classe politique, c'est surtout que cette classe ne se dise pas on était au pouvoir, vous êtes venus, vous avez récupéré le pouvoir, donc on ne contribue plus, on préfère vous laisser faire ou d'un autre côté vouloir saboter un peu en créant d'autres situations. Donc être patriote aussi, c'est si vous pouvez contribuer, ajouter les idées, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit sur ce plateau, Youssef, si la classe politique peut ajouter ses idées aux idées du MPSR pour justement faire avancer le Burkina Faso, tant mieux. Si vous ne pouvez pas ajouter des idées aussi, vous pouvez rester dans votre coin, mais surtout ne pas chercher à nuire justement les projets ou le processus donc, de réalisation du Burkina Faso ou des projets du MPSR. Bon voilà, c'est ça aussi le patriotisme. Oui. Se dire c'est la patrie d'abord, c'est le pays d'abord, comme tu l'as dit. On laisse tomber nos intérêts de politiciens, nos calculs politiques. Est-ce que, même si vous ne dirigez pas aujourd'hui, vous pouvez accompagner ceux qui dirigent? C'est ça aussi le patriotisme. Oui. Alors, Youssef, quand on parle de patriotisme aussi, moi je pense à la société civile. Oui. Très active au Burkina Faso. Oui. Et on voit souvent des sociétés civiles, franchement, qui se réclament souvent ouvertement de la majorité présidentielle ou ouvertement de l'opposition. On a l'impression que quand on parle de société civile, ce n'est pas une société civile qui joue quand même son rôle de société civile. Souvent, il y a des sociétés civiles qui ont des colorations politiques. Mais
quand on parle de patriotisme à ce niveau, au niveau de la société civile, quelle doit être la contribution aussi patriotique de cette société civile? À ce niveau, il faut dire que les contributions doivent être vraiment sincères. Et de vous à moi, vous voyez qu'avec l'avènement du MPCR au pouvoir, et il y a moins de 2 semaines, combien de sociétés civiles se sont créées? Encore. Pour s'ajouter. À la longue Chacun liste dit, déjà. nous vous soutenons, nous vous accompagnons, nous sommes ceci, cela. Mouvement de quoi. D'autres même se réunissent dans les conférences de presse, peut même pas remplir une seule la chambre ou la petite salle là. Nous sommes ceci, cela. Ça c'est vrai. Mais il faudrait faire attention avec la société civile. Parce que, comme on l'avait dit tout de suite, il y a que derrière ces sociétés civiles aussi, il y a souvent des partis politiques. Voilà. Je dois comprendre qu'aujourd'hui, il y a des leaders de certaines sociétés civiles que moi j'ai vu qu'ils étaient dans des partis politiques. Du coup, vous renversez la veste. Aujourd'hui, si vous êtes les leaders de sociétés civiles, vous accompagnez le MPCR. Oui, il faut l'accompagner avec un air patriotique. Mais si vous voulez l'accompagner avec un autre air, comme le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandogo Damiba, il a dit qu'il ne va pas se laisser, il ne sera pas intraitable. En ce moment, celui qui veut jouer à la charge et la souris, on va le mettre à sa place. Ils sont venus pour redresser le pays, pour refonder le pays. Donc, il ne faudrait pas que des sociétés civiles sont là autour pour dire ceci, cela. Ce matin, j'écoutais sur une chaîne de radio que non, qu'on devait faire la place à la classe politique parce qu'on a pris des intellectuels pour revoir qu'est-ce qu'on va faire de la transition. Il dit, ça c'est ce que toi tu penses. Tu étais où? Ce sont les mêmes gars qui étaient lors de la transition passée, qui étaient encore lors du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, aujourd'hui encore qui se réclament encore des leaders. Donc, il faudrait que les autorités qui viennent d'arriver ouvrent l'œil, comme on aime le dire, parce qu'il y a des brebis galeuses autour de ces différentes sociétés civiles dont on parle là. Mais il y a des bons aussi. Voilà. Il y a des bons aussi. Donc, ce sont ces intellectuels-là qui sont organisés là, qui sont bons, qu'on doit essayer de voir pour trier ça, et de savoir trier. Parce qu'ils sont arrivés. C'est vrai qu'ils sont de l'armée, mais ils vivent avec nous, ils connaissent, ils écoutent, ils ont des amis aussi qui sont dans la société civile. Donc, ils savent faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. La société civile qui veut contribuer, comme vous l'avez dit là, déjà, au lieu de s'organiser pour faire des marches, pour soutenir le MPCR là, déjà, moi je pense qu'à leur niveau, au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque village, chaque secteur, commencez dès à présent à organiser vos membres à... Vous savez qu'il y a des places publiques là où on dit que c'est un dispensaire, c'est un espace public, il y a des trous. Vous organisez les gens comme ça, ils vont commencer les travaux d'intérêt commun. C'est là ça commence à un patriote là-bas. En ce moment maintenant, si vous voulez donner des idées pour accompagner le mouvement MPCR là, il y a un canal aussi pour pouvoir accompagner. Mais dans des désordres comme ça, je ne pense pas qu'on va vous écouter. Je pense que depuis que les nouvelles sont arrivées là, le MPCR avec à la tête le lieutenant-colonel Paul Sandogo Damiba, ils n'ont pas encore croisé la société civile. Parce qu'eux-mêmes, gauche-droite, aujourd'hui on crée, après demain on crée. Donc il faut qu'eux-mêmes ils soient responsables d'abord à leur niveau. Il y a certaines OSC aussi qui se mettent en coalition. On dit actuellement c'est un peu une course à la recherche de place quelque part. Donc il faut se faire voir, il faut faire des... Et nous on est tellement sollicités actuellement. Je parle de la presse. Oui. Quelqu'un m'a dit un peu en off que cette personne-là m'a dit que voilà qu'elle pleure la presse actuellement vraiment parce que on n'arriverait pas certainement à couvrir toutes ces conférences de presse parce qu'on voit du tout des conférences de presse de tout le monde en même temps. Donc chacun essaie de sortir pour dire écoutez, hello, je suis là, hello, je suis là. C'est comme si en fait aujourd'hui on fait des conférences de presse
pour se faire entendre et surtout signaler aux nouvelles autorités que si elles ont besoin de quelqu'un pour occuper tel ou tel poste, voilà, ces personnes-là sont là. On voit un peu ça. Et puis, je pense que si il y a une représentation donc, du peuple, par exemple, le Conseil national de la transition, je pense qu'encore les gens vont se ruer vers ce Conseil national de la transition et puis on va assister encore à des sorties comme ça pour demander à être au niveau du Conseil national de la transition s'il y en a. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Mais j'ai dit d'abord, ils n'ont qu'à chercher à s'organiser à la base pour faire des travaux d'intérêt commun. Et pour, ça, le patriotisme, dans le quartier, et vous êtes le responsable de la société civile, et vous avez les moyens, et il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, allez-y les aider. Aujourd'hui, il y a des déplacés internes, allez-y les aider. Ça, c'est déjà montrer que vous êtes patriote. Au lieu d'être là à faire des conférences, 4 personnes, 5 personnes pour dire nous déclarons, nous proclamons, nous soutenons. D'après quelqu'un qui ce sont des sorciers qui sont en train de rôder autour de nouvelles autorités là pour dire nous faisons ceci, cela. Non. Vous pouvez apporter votre contribution autrement. Voilà. N'est pas, il y a des critiques qui arrangent. Mais il ne faut pas critiquer parce qu'il doit critiquer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas créer parce que vous devez créer pour compléter le nombre. Déjà, même, je me dis que je ne suis pas au devant des choses, mais je me dis quand même que ils ont quand même le fleur de pouvoir même réduire même cette société civile-là. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, même si on dit qu'il y a la liberté, on doit donner la liberté à tout un chacun de créer une association pour aider. Il faut aussi faire attention. Il faut réglementer les choses. Maintenant, au niveau des citoyens, à l'échelle individuelle, comment ce patriotisme doit se manifester, Youssef? Au niveau individuel déjà, comme nous sommes là, nous devons déjà, dans nos différents secteurs, quartiers, aider ceux qui n'ont pas les moyens. Vous savez qu'il y a des déplacés internes. Il y a déjà des patriotes qui se sont déjà engagés, qui ont fait des contributions pour aller aider les déplacés internes. Ça, personne ne les a demandé. Il y a d'autres aussi qui ont enlevé leur argent, aller payer des nattes, du riz, de l'huile, aller donner aux déplacés internes. Personne ne l'a demandé. C'est ça. On n'a pas besoin qu'on vienne derrière vous avec un bâton pour dire non, nous vous appelons, allez-y faire. Non, il y a des gens qui font ça même dans l'anonymat total où nous ne savons même pas qu'un tel a donné 1 franc, des millions. C'est ça être patriote. Donc vous pouvez accompagner les nouvelles autorités à travers vos différentes actions que personne ne va savoir. Donc en tant que citoyen lambda, devant votre porte, commencez à balayer. Devant votre boutique, commencez à accueillir les carnivaux. Devant votre... en tout cas, là où vous pouvez faire quelque chose pour que le pays avance, faites-le de bon cœur. N'attendez pas que les nouvelles autorités viennent faire. Non, c'est votre contribution. Tout le monde peut contribuer. Ne dites pas que c'est l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. Tout le monde peut contribuer au niveau où il est. Bien sûr, et au niveau, bien sûr, de votre travail, commencer à bien bosser, c'est intéressant. Et puis, c'est important aussi, c'est ça aussi, le patriotisme. Donc, bosser pour sa patrie. Nous terminons par les suggestions, Youssef. Les suggestions ici que nous allons essayer de donner, de notre point de vue, c'est vrai que même si nous ne pouvons pas arriver devant les nouvelles autorités actuellement, ils nous écoutent. D'autres nous écoutent, ils vont les transmettre. C'est de faire attention à ces publics galeuses qui rôdent autour des micros actuellement, qui font les conférences de presse. Nous vous soutenons, nous vous accompagnons. Oui, c'est bien de nous accompagner, mais c'est mieux de prier pour nous et de nous donner des bonnes idées pour que nous puissions aller de l'avant, que d'être derrière pour nous soutenir et nous critiquer encore, pour dire qu'on devait mettre ceci, cela. Non. Ensemble, c'est notre pays. Personne ne va venir nous aider. Donc, avec les idées fédérateurs, l'intelligence des uns et des autres, on peut donner au MPCR pour que dans leur programme, ils vont insérer pour que le pays là se développe. Au lieu d'être derrière, faire semblant, vouloir un poste là, non, ils n'ont qu'à faire très attention. Parce qu'actuellement, beaucoup de monde, ce n'est pas leur accompagnement, ce n'est pas l'accompagnement sincère. Certains sont en train de chercher où placer leur ventre.
Donc, on fait attention. Merci à toi, Youssef, pour placer leur ventre, décidément. Merci, Karansamba. Et puis, on va se retrouver mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Et on dit merci aussi aux fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous demain pour d'autres aventures. Cuss.